pull up. Radiocratie. Bonsoir à tous les auditeurs. Voici une nouvelle émission pour Radio Micro 11, une émission de politique qui nous réunira tous les mercredis 20h pour débattre des grands sujets d'actualité que nous déciderons unilatéralement. Évidemment, c'est Radiocratie, c'est pas la démocratie. Donc n'essayez pas de nous envoyer vos sujets par internet, ça ne sert à rien. Nous n'écoutons rien, nous n'écoutons que nos cœurs et la justice, n'est-ce pas, entre fidèles au plit. Donc une émission qui ce soir sera découpée en deux temps. Dans un premier temps, votre serviteur vous fera une petite revue de presse sur les informations internationales substantielles que vous pourrez retenir de cette semaine et des 2 semaines avant. Et dans un second temps, nous procéderons à un débat sur le sujet du revenu universel, présidé par Jonathan, ici présent. Bonjour Jonathan. Et auquel participeront également Pierre. Ouais. Et Délil. Bonsoir. Ainsi que la personne qui parle en ce moment, c'est-à-dire moi, Ronan. Nous commencerons donc par une revue de presse, immédiatement. États-Unis. Depuis le vendredi 20 janvier, Donald Trump est le nouveau président du pays. La solennité et le rassemblement national autour de l'inauguration ne parvient pas à amender la fracture ouverte par la campagne dans le peuple. Le changement de pouvoir, s'il n'est pas chaotique, n'est pas aussi paisible qu'on le voudrait à Washington. Une marche des femmes a révélé la vive opposition au nouveau concierge de la Maison-Blanche, de quoi se demander qui a les clés. 500 000 personnes à Washington ont exprimé leur rejet de la politique du gouvernement, notamment sur l'IVG. D'ailleurs, Trump ne semble sourd aux protestations et déterminé à appliquer son programme. Il a pris sans tarder un décret restreignant l'avortement. Au plan international, le président ne chôme pas non plus. Dimanche, il a appelé le premier ministre de l'État, Benjamin Netanyahou. Cet échange fut qualifié de très bon par son cabinet. Il faut dire que Trump est du pain béni pour Netanyahou. Tout sourit à l'homme fort du régime, Obama loin du bureau ovale. Il peut jouir de mains déliées face à la situation palestinienne. M. Trump ne l'arrêtera pas étant donné le ton de sa campagne prônant le repli des États-Unis de la scène internationale. Faut-il rappeler que Trump veut réinstaller une ambassade à Jérusalem avec pour président David Friedman, ex-avocat ruiné sans expérience diplomatique, c'est dire l'intérêt du nouveau président pour la région. Ce qui est inédit depuis 1973, le fait d'avoir une ambassade, pas d'avoir un diplomate ex-avocat. Alors Trump est-il un nouvel ami pour Israël ? Au téléphone, il a invité son nouvel allié à la Maison-Blanche dès février, c'est-à-dire que ce sera peut-être sa première visite, ce qui est assez significatif. Le président a également partagé sa volonté de durcissement à l'égard de Téhéran. Sa priorité semble être de remettre en cause le, je cite, mauvais accord nucléaire signé avec l'Iran qu'il avait vilipendé dans sa campagne au grand bonheur d'Israël. Netanyahou attend, en sus de l'administration toute fraîche, une garantie pour ses actions unilatérales. En effet, Netanyahou, s'il est l'homme fort du régime, n'en est pas moins menacé. À la diète, l'extrême droite accule le Premier ministre et celui-ci ne peut pas oublier le destin de son prédécesseur, Ehud Olmert, qui, au terme d'un processus de l'Assemblée, a été destitué pour allégation de corruption. Une petite interférence, excusez-moi, veuillez nous excuser. D'où l'attitude, toujours plus radicale, de Netanyahou sur le plan interne, pour satisfaire son aile droite de sa coalition. En témoigne l'urbanisation de Jérusalem-Est, zone dédiée aux Palestiniens, dans laquelle ont été construits 11 000 logements dans le quartier israélien, contre 220 seulement pour les Palestiniens. Ce que Mahmoud Abbas, l'actuel président de l'autorité d'observation, je ne sais plus comment c'est, l'autorité de l'État palestinien ? C'est bien ça, je pense. Ouais, je crois que ça. L'autorité de Palestine, quelque chose comme ça. A qualifié d'annexion et de colonisation. En tout cas, on peut se demander quel est l'avenir en Israël. Est-ce que Netanyahou va réussir à contrôler son extrême droite ou complètement tomber dans une démagogie qui pourrait être très dangereuse pour la stabilité de la région qui est déjà vachement menacée. Grande-Bretagne, Theresa May, Première ministre, a officialisé le choix d'un clean Brexit, euphémisme pour un hard Brexit, c'est-à-dire une sortie de l'Union européenne totale et de tous les accords avec les membres de l'UE, annexes. Le cabinet sort donc de l'incertitude dans laquelle il s'était enveloppé depuis plusieurs mois. M. Trump a salué cette décision et a annoncé sa volonté de désigner rapidement un accord avec la Grande-Bretagne dès sa sortie de l'Union. Cela reste un obstacle. Cependant, reste un obstacle à ce hard Brexit, la décision du juge constitutionnel. Elle a estimé que l'article 50 du TFUE était conditionné à l'approbation du Parlement. Vous en pensez quoi, d'ailleurs, vous, personne de ça, cette décision ? Rien du tout. Personnellement, j'ai pas d'avis. Non, pas d'avis. Pas d'avis. Non, c'est un contrôle démocratique, quoi. Mais, même si elle n'affronte pas d'opposition virulente, devra négocier avec
les députés, et notamment un groupe certes marginal de pro-européistes, ça existe encore en Grande-Bretagne, qui pourrait trouver une tribune pour défendre un soft Brexit. D'autant plus que le Brexit a un coût. On ne se coupe pas impunément d'un marché qui représente encore 12% du PIB d'exportation du pays. À Davos, la Chine participe pour la première fois au sommet économique. Xi Jinping défend la mondialisation et le libre-échange contre les trade wars théorisés par M. Trump, encore lui. Brésil, la vague de violence continue, 30 personnes mortes en prison cette semaine, cela fait 140 morts depuis 2016. Enfin, en Afrique du Sud, Nkosazana Dlamini Zuma a annoncé son intention de se présenter aux élections présidentielles. Ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine en 2012, elle profite d'un bon bilan et prétend poursuivre le travail dans son pays. Cependant, le dit bilan demeure insatisfaisant selon la presse internationale et Mme Zuma ne semble pas être une bonne solution pour la crise que traverse le pays. En tant que présidente de la Commission, Mme Zuma n'a pas fait preuve d'assez de témérité pour un continent aussi prometteur. Son agenda 2063, avec son horizon aussi lointain, semble plus un programme de procrastination qu'une vision à long terme. Cet agenda prévoyait une monnaie commune et une banque centrale dans un continent où les États sont mortellement désolidarisés. Un passeport unique était prévu pour 2018, une brillante idée. La libre circulation pourrait fluidifier les rapports entre les États et faciliter le commerce et l'initiative. Mais là, il était réservé aux élites gouvernantes. Enfin, en ce qui concerne les conflits qui sont la plaie du continent depuis la décolonisation, Mme Zuma a redoublé de patience. Hélas, ce sang-froid et les jolies promesses d'envoi de troupes au Burundi et au Soudan du Sud, un quasi-État failli selon la communauté internationale, n'ont toujours pas été honorés. Sous sa présidence, enfin, l'Union africaine a approuvé des élections douteuses et elle prône l'immunité des dirigeants au moment même où l'Afrique du Sud veut se retirer de la Cour pénale internationale. Ainsi, par son manque de sens des réalités, Mme Zuma ne semble pas être le remède à la crise que traverse la locomotive de l'Afrique, un pays instable sous la présidence de son ex-mari, M. Zuma, Jacob Zuma, et entretenu dans la corruption, doté d'un marché oligarchique de richesses et de capitaux détenus par les partis au pouvoir et miné par une faible croissance. La technocrate timorée pourra-t-elle libérer des chaînes se promettait dans le cœur et dévorée cycliquement par les mêmes erreurs? À présent, Jonathan, puisses-tu nous faire une bonne introduction à ce débat qui nous réunit ce soir tous ensemble sur le revenu universel? Alors, tout le débat autour du revenu universel qui réapparaît au cœur de la campagne présidentielle pose une question fondamentale dans le rapport entre l'individu et le travail. Pense-t-on que le travail est une aliénation de l'homme et une entrave à sa liberté, ou au contraire, est-ce un moyen d'épanouissement qui permet à l'homme de se construire? Les détracteurs du revenu universel, qui le plus souvent jouissent d'un travail qui les satisfait et qui les pousse à se lever le matin, s'érigent contre cette mesure qui inciterait à l'oisiveté et à la société de l'inactivité, disent-ils. Un revenu sans travailler, et puis quoi encore? S'offusquent-ils tout en oubliant qu'ils profitent eux-mêmes d'un ensemble de moyens permettant de jouir d'un revenu sans travailler, grâce aux rentes, dividendes ou autres intérêts. De l'autre côté, les tenants du revenu universel le perçoivent comme l'ultime étape dans la construction d'un État-providence fort et généreux qui permettrait l'épanouissement individuel et collectif. Dans tout ce tumulte, il faut en revenir à ce qu'est concrètement un revenu universel d'existence. Le mouvement français pour un revenu de base le définit comme un droit inaliénable, inconditionnel, cumulable avec d'autres revenus, distribué par une communauté politique à tous ses membres. Cet outil, qui d'abord est un moyen incontestable de lutte contre la pauvreté, repose sur une philosophie développée par Thomas Paine. En effet, en 1795, il publie La justice agraire, dans lequel il plaide pour une indemnité liée à la pauvreté. À cette époque, l'auteur explique que la réforme agricole subie par les paysans anglais conduit à l'appauvrissement des citoyens. Cette dépossession doit être compensée par une allocation versée par l'État, invoquant le principe d'un patrimoine naturel commun. Le penseur s'oppose à l'appropriation des terres par une minorité, expliquant qu'une inégalité dans la propriété reviendrait à nuire aux libertés individuelles. Appliqué aux enjeux actuels, le revenu universel est un moyen de mettre fin au déséquilibre qui existe entre l'employeur, qui, on le sait très bien, et ça a été théorisé par Adam Smith, jouit d'un capital le plaçant en position de supériorité, et le travailleur qui, souvent, n'a que son travail pour vivre. Ainsi, allouer à tous un revenu inconditionnel, c'est mettre en place un réel équilibre entre l'employeur et le salarié, afin de faire apparaître un nouveau rapport au travail, pour que ce dernier ne soit plus une nécessité vitale, mais un véritable choix d'œuvrer pour la société. Le revenu universel apparaît donc comme un facteur d'émancipation de l'individu face à son travail. Plus qu'un choix politique, il s'agit d'une transformation profonde de nos valeurs sociales, et même plus de nos schémas mentaux.
L'enjeu est en effet de réduire la place du travail dans notre société et de promouvoir des activités non marchandes comme une vie associative par exemple, qui rapporte au bien commun autant que le travail. Cette entreprise doit être entendue et débattue en ce qu'elle intervient à contre-courant de l'évolution récente de notre société qui pousse toujours à travailler plus et à restreindre le champ de la vie personnelle. N'est-ce pas Sarkozy qui disait « travailler plus pour gagner plus ». Pour conclure, et en écartant les questions économiques et budgétaires relatives à son financement, le revenu universel d'existence pose une question à laquelle je vous laisserai le soin de répondre. Peut-on légitimement être payé sans travailler ? Alors écoutez, moi j'ai envie de commencer par du concret déjà, avant de se lancer dans des chiffres et dans des théories. Le concret qui va donc nous permettre, histoire de visualiser concrètement ce que peut nous apporter le revenu universel au quotidien quand on est un citoyen. Donc en ce sens, en France on n'a pas réellement d'expérience là-dessus. C'est pourquoi on va se tourner plutôt par les pays scandinaves qui nous ont déjà habitués par le passé à des initiatives un peu originales. C'est le cas donc ici du revenu universel. Grâce à la Finlande notamment, donc on pourra... Bon, c'est encore trop tôt, la mesure est récente, mais on va pouvoir avoir des réponses à nos questions sur le sujet grâce aux données finalement qui nous seront fournies par les Finlandais. Donc, dans un article de la plateforme donc, slate.fr, on y voit déjà les propos d'un père de famille finlandais. Donc, pour rappel, histoire de poser le contexte, il y a 2000 Finnois qui vont toucher ce revenu universel. Donc, ils vont se partager sur 2 ans 20 millions d'euros, ce qui fait en gros 560 euros par mois par Finnois. Donc ce père de famille finlandais, père d'une famille nombreuse, nous dit ici qu'il avait lancé une entreprise. Donc c'était il y a plus de 10 ans, il y a 12 ans. L'entreprise qu'il a dû liquider, il y a 5 ans environ. Et depuis, pour tenir, qu'a fait ce père de famille ? Il a accepté des petits jobs pour subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille. Mais là justement, c'est un peu une bonne nouvelle pour lui, ce revenu de base qui va lui permettre en fait de retenter sa chance, de relancer donc sa propre société et de remettre en avant les projets qu'il avait pu développer donc il y a plus de 10 ans. Donc premier rapport de ce revenu universel, c'est un argent qui va donc être investi pour le projet de ce monsieur. Donc on va un peu à contre-courant ici de ceux qui parlent d'oisiveté, d'assistanat, c'est notamment les propos qui sont tenus par Manuel Valls, qui est candidat ici en France à la primaire donc socialiste. Ici, c'est pas vraiment le cas. Donc certes, le cas de ce père de famille n'est pas une généralité, mais ça nous montre quand même que dans la population, il y a des individus comme lui qui veulent travailler, qui veulent relancer des projets, mettre en avant des projets. Le problème était posé ici par son bagage financier. Ça ne lui permettait pas justement de relancer son projet, d'engranger donc plus d'expérience, pourquoi pas aussi. Il était pris par le travail. Et la Finlande lui offre donc aujourd'hui cette possibilité. Il va réinvestir cet argent dans l'immédiat et rejoindre donc à nouveau l'univers actif, et aussi c'est important, il va faire des choses qui lui plaisent. Histoire que ça parle à tout le monde, j'ai un autre exemple, toujours en Finlande. Cette fois-ci, on n'a pas tous envie ici de lancer des sociétés, donc là on va voir un boulanger qui tente une reconversion totalement inédite. Il veut se reconvertir dans l'informatique. Donc suite à certaines petites formations, il a réussi à trouver un poste à temps partiel. Et bon, il a eu de la chance ce monsieur, parce qu'après l'annonce de son embauche à temps partiel, une deuxième notification lui parvient, donc qui lui annonce qu'il a été sélectionné pour toucher ce revenu universel. Et là c'est intéressant de voir que ce monsieur, au lieu de renoncer finalement à son poste à temps partiel, il aurait pu concrètement, il est sélectionné, il va toucher 560 euros par mois, il peut se dire bon bah tant pis, pendant 2 ans je perçois le revenu, j'épargne, etc. Et je verrai l'informatique 2 ans après. Mais c'est pas ce qu'il va faire. Il va pas renoncer à ce poste justement et annoncer, c'est ce qu'il expliquait sur Slate, qu'il allait entreprendre des formations diverses, lui permettant donc d'engranger en fait du bagage, donc des formations, etc. pour ses nouveaux objectifs dans l'informatique, sans se soucier de ses fins de mois. Donc concrètement, il y a une liberté, il y a un épanouissement ici de l'individu qui est mis en avant. Et donc en résulte un individu qui peut exploiter son temps de travail et son temps personnel, en étant pleinement concentré sur des tâches professionnelles et derrière ses projets. Donc moi je vous demande concrètement, où est le problème quand on voit ces exemples dans le revenu universel, tout simplement. Il faut juste faire une petite remarque peut-être. Peut-être juste faire une petite remarque, excusez-moi. Peut-être juste faire une petite remarque sur la Finlande, simplement que, en fait, c'est une expérimentation. C'est bien ça. Il n'y a pas une réforme qui est vraiment mise en œuvre pour l'instant. On essaie la chose dans plusieurs villes. Sur 2 ans, ouais. Et en fait, ce qui est intéressant avec le modèle, on parle tant du modèle finlandais, mais en fait, ce qui se passe, c'est que, je vais être un petit peu taquin là, c'est que le gouvernement a été très clair. Si la rançon du revenu universel, c'était l'abolition de la sécurité sociale.
Enfin, en tout cas, c'est ce qu'avait dit le gouvernement. Je sais pas s'il va le faire finalement, ou s'il va pas avoir un changement de gouvernement. Mais en tout cas, on a déjà cette idée que là, on a un modèle libéral de revenu universel, mais qui est très intéressante. Franchement, c'est très intéressant pour ce que pose déjà, je pense que la question que pose, et qu'a très bien souligné Jonathan, le revenu universel, c'est affronter un monde de plus en plus précaire, et aussi un monde où l'emploi, en fait, le travail, en fait, commence n'a plus les mêmes formes qu'avant, les formes solides qu'il pouvait avoir, et maintenant il devient extrêmement liquide. Jonathan ? Alors moi, je voudrais dire qu'il est vrai que toutes nos générations actuelles, contrairement à nos parents, on va arriver dans des emplois qui seront précaires, on va travailler 1 an, 2 ans, et puis on va s'arrêter pendant quelques mois, et ainsi de suite. Le travail se précarise, c'est un fait. Alors face à ça, il faut qu'on puisse avoir un revenu qui permette d'anticiper ces temps de non-travail pour pouvoir se former, apprendre et anticiper le fait de retrouver un nouvel emploi. Ça, c'est donné par des données qui sont donc la raréfaction du travail, la révolution numérique. Par exemple, un rapport de l'OCDE de mai 2016 a en effet indiqué que 9% des emplois en France, soit 2,44 millions d'emplois, présentent un risque élevé de substitution par des robots. Donc face à ça, il faut s'adapter, il faut trouver un moyen de dire que le travail humain n'est plus la règle, le travail robotisé devient la règle, et on ne peut plus accepter que seul le revenu donné par un travail puisse nous permettre de vivre, car on sait très bien qu'aujourd'hui on ne pourra plus travailler à temps plein, et si on ne peut plus travailler à temps plein, dans cette logique traditionnelle de travail égale revenu, on ne pourra plus vivre, on ne pourra plus subvenir à ses besoins d'existence. Bien. Alors, je suis assez d'accord avec les constatations sociales qui sont faites du revenu universel, la nécessité de s'émanciper de ce cadre précaire du travail. Après, 2 choses sur les chiffres de l'OCDE, c'est quand même... c'est un problème, on le sait, on le voit arriver. Le problème, c'est que si d'un point de vue pratique, le revenu universel tend à être mis en place relativement rapidement. Je crois que pour certains, c'est 2022. En 2022, il n'y aura pas 9% des emplois qui auront disparu, je pense. Et ça s'est créé un effet yo-yo. On va augmenter le pouvoir d'achat des gens significativement pendant un temps pour leur expliquer après que tout ça a été donné en prévision d'une perte potentielle de leur emploi. Donc ça, je pense que les gens ne seront pas forcément à même d'anticiper la chose et de se reformer préalablement pour pouvoir anticiper la perte de leur emploi. Tout en supposant qu'ils souhaitent se reformer et quand on parle par exemple de tous les artisans qui aiment faire ce qu'ils font et qui ont toujours vécu pour faire ça, un menuisier qui a toujours été menuisier, le jour où on lui explique que son taf ça sera fait par une machine, c'est pas pour autant qu'il va vouloir devenir boulanger ou informaticien. Alors moi j'aimerais dire 2 choses en réponse à ça. Alors déjà, on fait souvent et toujours le reproche aux politiques de vivre dans le passé. On ne peut pas aussi leur dire d'être trop dans le futur. Donc il faut anticiper. N'est-ce pas le rôle de la politique d'anticiper le futur? Deuxièmement, il faut arrêter de penser que les gens sont si bêtes qu'ils vont se dire je vais toucher un revenu, qu'est-ce que je vais en faire, je vais en profiter immédiatement. Ils vont se dire, et ils le savent, le travail va changer, et donc il faut s'adapter à cette modification. Je pense qu'ils vont mettre de côté, je pense qu'ils vont anticiper les formations, qu'ils vont prévoir l'avenir. Il faut faire confiance aux citoyens, je pense. Alors, oui, honnêtement, c'est rien qu'on en parle maintenant puisque c'est uniquement la supposition. Je ne pense pas. Je pense que la majorité des ménages, quand ils ont des thunes en disposition, c'est pas pour se dire on va anticiper potentiellement le prochain diplôme que je dois passer puisqu'on va me foutre dehors. Deuxième chose, c'est que dire que des boulots vont disparaître, c'est une chose. Il y en a aussi beaucoup d'autres qui vont apparaître. On voit l'émergence de plein de nouveaux tafs avec le développement de l'outil d'internet et tout ça. Enfin, il y a des trucs, il y a 10 ans, on n'aurait jamais pensé que ça existait. C'est pareil, tu as la révolution numérique et plus largement les problèmes écologiques qui se posent fait qu'il y a certains secteurs d'activité qui vont forcément se développer. Dans tous ces rapports, on ne prend pas en compte toutes ces données. Par exemple, le développement de la domotique ou même des questions écologiques fait que forcément, il y a une quantité de boulot qui va être créée. Si ces chiffres-là sont donnés, par exemple, notamment par tous les candidats de gauche, tous les candidats de droite expliquent. Après, je ne dis pas qu'il y en a un qui a raison, l'autre qui a tort, mais tous les candidats de droite expliquent que non, justement, la révolution va entraîner normalement une compensation qui sera peut-être pas suffisante, mais en tout cas qui sera conséquente. Même si on pense que ça suffira pas, par exemple, Hamon, je sais qu'il a dit que ça suffirait pas. C'est mettre en place un revenu universel pour ça, le justifier pour ça. Après, je sais que c'est pas la seule justification, mais le justifier pour ça, c'est à mon sens pas suffisant.
Et après, je reconnais tout à fait qu'il y a d'autres intérêts, notamment l'autonomie acquérie face au patron et tout ça, qui justifient, en tout cas qui ont tendance à être, qui ont tendance à rendre un revenu universel intéressant pour l'ensemble des citoyens. Mais là encore, il y a certains points qui me dérangent, notamment sur les principes d'inconditionnalité et tout ça. Il y a, je sais pas si c'est bon, notamment le fait qu'on considère que le revenu universel soit par nature universel. C'est-à-dire que l'aide sociale en France, ou en grande partie, a toujours été conditionnée, même si le remboursement des maladies, tout ça, ça l'a pas été, mais en règle générale, on tend à attribuer une aide en réponse à un problème précis. Faire du revenu universel une aide générale et sans aucune condition me dérange pour plusieurs raisons. Alors forcément, on va dire, Delisle l'a plus ou moins évoqué tout à l'heure, que ça permet, ou induit que ça permet aux salariés de se défaire de la pression patronale, et du coup, ça tend à rééquilibrer les rapports de force entre le salarié et le patronat. En principe, oui. Un point qui me dérange, c'est qu'en France, les rapports entre patronat et salariés n'ont jamais été bons, ont toujours été conflictuels, que ce soit avec les syndicats ou avec ce qu'on veut en règle générale. En tout cas, un salarié déteste son patron, les syndicats détestent les patrons, et inversement. C'est rare que les patrons portent dans leur cœur les salariés. Donc dire que le revenu universel va leur permettre d'avoir un moyen de pression qui sera de dire ok, tu me payes pas, ou tu veux pas me payer, ou tu veux pas accéder à mes requêtes, ok, bah très bien, je suis pas obligé de bosser pour toi puisque j'ai un universel qui me permet de vivre, qui me permet pas vraiment de vivre mais de survivre. Donc déjà il faudra que le salarié soit en mesure de porter ses couilles et de se barrer parce qu'il dit qu'il sait qu'il pourra toucher 600 balles par mois. Et de manière générale, ça veut pas dire que pour autant les rapports entre les deux vont s'améliorer. Forcément, on prend la même situation dans le système allemand où là les rapports entre salariés et patrons sont quand même plus à l'amiable, où ça se passe relativement mieux. Je dis pourquoi pas, mais en France, je pense que ça aboutirait à un cercle du chaos en fait, où les gens se tirent déjà dessus. Si on rééquilibre les armes, ils se tireront juste encore plus fort dessus, et on pourrait, je pense, tomber dans une situation encore plus pire que ce qui existe déjà. Alors moi je pense que toutes les relations un peu violentes qu'on connaît entre la classe des travailleurs et la classe du patronat au sein de l'entreprise, donc, ça a peut-être comme origine justement le fait que les armes ne sont pas égales. Si on a des armes égales, peut-être qu'on pourra retrouver un climat de confiance où chacun négocie avec ses armes et on peut arriver à des situations de conciliation. Par exemple, tu évoquais l'Allemagne. Je pense qu'en Allemagne, la négociation est plus simple, moins violente, parce que les travailleurs et le patronat ont des armes égales pour défendre leurs intérêts. Par exemple, au sein du comité d'entreprise, je ne sais pas en allemand comment ils appellent ça, mais je pense que retrouver l'égalité, c'est une bonne chose, et surtout que le débat au sein de l'entreprise n'est pas une mauvaise chose. Je vais dire un truc, j'ai oublié ce que je voulais dire. Moi, je pense que, pour reprendre l'exemple allemand, et je voudrais donc faire une remarque sur le revenu universel, parce qu'il faut quand même se recentrer sur le débat, c'est que le revenu universel, c'est un flux. C'est un flux d'argent. C'est pas un stock. Et c'est pas une structure surtout. Et je pense que on pense beaucoup en flux en France, on est très keynésien pour ça. C'est-à-dire qu'en gros, on pense que le cash, ça fait réagir les gens très vite. Moi, je suis pas sûr que le cash, ça fasse réagir si vite les gens. Et je pense qu'en Allemagne, c'est aussi une question de culture. Alors, quand on parle de culture, ça veut tout dire et rien dire. Mais en Allemagne, il y a une culture qui a été construite depuis 1919, et parce qu'il y a un fort mouvement socialiste, en fait, au 19e siècle en Allemagne, qui fait qu'on a très vite développé une puissance à la faveur du syndicat, mais qui n'est pas forcément appuyée sur des forts revenus là, chez les employés, pardon. Donc on a beaucoup de confédérations, on a des structures, tu as raison, je me souviens plus du nom de ça, comment on dit, de la codirection, quand on dit qu'il y a codirection. Je crois que c'est ça, la codirection, mais c'est un nom précis, ouais. Je sais plus ce que c'est. Donc, bon après, et donc je pense que même si on donne du cash aux gens, je suis pas sûr que ça donne directement de la force aux syndicats. Ça donnera de la force aux employés, ça c'est sûr, parce qu'ils auront moins peur de se faire licencier. Je suis pas sûr que ça donne directement de la force aux syndicats par contre. Justement, ça permettra, je pense, aux travailleurs de s'émanciper face aux syndicats et d'être eux-mêmes capables de se défendre, d'avoir des armes de se défendre et de prendre un peu sur leur temps de travail, qui sera redistribué en argent par le revenu universel, pour organiser pas leur défense, mais leur débat avec le patronat et pour arriver à une meilleure conciliation. Dédié ? Et je pense que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais lu ça aussi sur un article, que les syndicats ne sont pas très favorables à ce revenu universel, en évoquant les mesures proposées par Benoît Hamon, c'est ce que j'avais vu notamment.
Et j'oublie ce que je voulais dire. Voilà, donc Bah là, il y a une opposition en France, ouais. Ça renforce mon argument là. Les syndicats seraient vraiment court-circuités et ça, c'est une quête d'autonomie parce que le travailleur pourrait défendre lui-même ses intérêts. Mais Bien. dans tous les cas, même si tu fais sauter l'échelon syndical, parce que c'est ça l'idée, je pense que ça arrive trop tôt dans un reformatage des rapports employé-patron. Là, le problème, c'est que le revenu universel, c'est quand même, même si on dit que ce sera loin à mettre en place, c'est quand même quelque chose de très concret et de très présent, tu vois. Là, Hamon, qui a sorti en tête des primaires, il veut que ça soit mis relativement vite en place, quoi. 2018 pour les 18-25 ans, donc ça touchera quand même des salariés, tu vois. Donc, ce que je veux dire, c'est que même si, je comprends ce que tu veux dire, mais à ce moment-là, il faut que ça arrive dans une seconde phase, une fois qu'on aura réussi à recentrer les débats patron-salarié et qu'on aura réussi à faire quelque chose de cohérent et une fois que tu auras reformaté ce rapport, pourquoi pas rééquilibrer les choses. Mais là, en l'occurrence, j'ai l'impression que si ça vient comme ça, comme un cheveu sur la soupe, qu'on t'explique que maintenant les gens gagnent plus d'argent, qu'ils soient pas en mesure de faire la part des choses et de dire ok, maintenant on est plus équilibré, faisons les choses intelligemment, voyons comment ça se passe et tout ça, mettons-nous autour d'une table. Ça a jamais été le cas en France, ça fait longtemps que c'est plus le cas en France. Je vois pas pourquoi le fait de leur refiler des thunes, ça leur permettrait que ça se mette en place. Alors, plusieurs choses. Alors, j'oublie ce que je voulais dire. C'est symptomatique ici. Délile ? Justement, ça va pas, pour répondre à Pierre, hein, ça va pas venir d'un coup forcément. Hein, le revenu universel, c'est très progressif en principe. Il y a des économistes qui appuient le fait que c'est du long terme. Hein, un quinquennat par exemple ne suffira pas pour mettre en avant le revenu progressif. Même Benoît Hamon le sait. Hein, j'avais vu dans son programme notamment qu'en principe il voulait partir en fait dans un premier temps sur une version un peu améliorée du RSA, histoire que ça parle à tout le monde. Donc RSA qui serait augmenté dès 2018, mais en maintenant des conditions de ressources pour y avoir droit. Et dans un autre temps, en fait, c'est les jeunes surtout de 18 à 25 ans qui sont ciblés, qui toucheraient en fait un revenu universel sans condition de ressources. Donc c'est la première étape de Benoît Hamon. Après, j'ai pas vu le programme de tous les candidats. Hein. Et le chiffre de 40 à 45 milliards d'euros, qui serait donc le coût finalement de cette première étape. Ça revient un peu aussi au coût du CUCE. Donc en gros, c'est le coût des baisses de charges consenties aux entreprises. Donc ça, c'était pendant le quinquennat qui est toujours en cours, hein, donc de François Hollande. Alors, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Tu disais qu'il faudrait changer les mentalités avant d'opérer un changement politique, etc. Et toi, Renan, tu disais que l'Allemagne s'en sortait comme ça parce que c'était culturel, etc. Moi, je pense que les changements culturels font toujours suite à des changements politiques. Oui. Et il faut justement, et je pense que ça, c'est symptomatique de notre vie politique actuelle, il faut redonner du pouvoir à la politique pour qu'elle puisse influer sur la société, et parce que c'est ça son rôle, et il faut pour ça du volontarisme politique. Alors moi je dis par exemple que Benoît Hamon, qui met en avant cette mesure de fond, qui remet en cause tous nos fondements sociaux, doit vraiment faire l'objet de nombreux débats, et des débats de fond et non plus de forme. Renan, oui, en fait, quand je disais culture, j'avais un peu tort. Non, mais c'est surtout qu'en fait, on dirait que je me défends, genre j'ai raison. Non, mais la loi, en fait, c'est qu'en Allemagne, la loi organise le truc. En fait, c'est juste pour prendre l'exemple de la discussion syndicale. On sait très bien que même si tu donnes des pouvoirs aux syndicats, il va pas se mettre naturellement, on va pas se mettre directement à discuter. C'est pour ça que dans la loi française aujourd'hui, on oblige le patron et l'employeur et le patron et le syndicat à se réunir et une fois par an, ils sont obligés de se voir. C'est obligatoire, parce que ça, la loi le prévoit, sinon il y a des lits d'entrave, bref. Et que ça oblige le débat. Bon, ça c'est pour dire pourquoi est-ce que ça vient pas tout seul une culture du syndicat, de la lutte syndicale. Et je pense que c'est pareil. Je pense que le revenu universel tout seul, comme un cheveu sur la soupe, comme dit Pierre, sans loi pour encadrer, des meilleures manières d'appréhender au sein de l'entreprise, ça pourrait mal passer. C'est juste ce que je dis. Je suis d'accord avec Renan. C'est exactement ça. Je vois pas, le revenu universel tout seul, comme ça, donné comme ça, proposé sur un plateau d'argent, mais voilà. C'est caricatural. C'est caricatural, mais tu vois, quand on présente le revenu universel, pour l'instant, on présente le revenu universel. On ne présente pas encore l'autour, tu vois. Et je pense que on reviendra à discuter sur ce point, mais le revenu universel, c'est pas quelque chose que tu peux envisager tout seul, tu vois. Et dans cette situation-là, dans cette situation relativement concrète, je pense que le revenu universel pourrait faire plus de mal que de bien. Moi, je pense qu'il faut lancer l'idée et après l'organiser. Ouais. On tombe dans un écueil qui est de toujours vouloir organiser, chiffrer a priori, de tout organiser et tout. Ayons de la volonté politique, faisons comme on a fait pour la sécurité sociale en 1945, ayons l'idée, ayons la volonté et après on l'organisera. Et notamment Benoît Hamon qui dit que
pour organiser le revenu universel, il y aurait une première étape, comme le disait Delille, qui est de donner un RSA revalorisé aux 18-25 ans et aux chômeurs de long terme. Et ensuite, il y aurait une seconde étape qui serait de faire une sorte de réunion citoyenne, une conciliation citoyenne qui serait composée de citoyens tirés au sort et qui aurait les capacités, les compétences pour organiser ce revenu universel. Donc, c'est coloré de démocratie. Oui, oui. En parlant de démocratie, en parlant de... Je prends la parole de fille, je me pas fait... je vais te poser une petite colle. Je vais faire mon vieux conservateur, parce qu'en plus d'être un contrôle fric qui veut tout contrôler avant, je suis un vieux conservateur. Tu me fais peur. Ouais, pourquoi on choisit le revenu universel, c'est-à-dire qu'on permet... Prenons voilà, sur le thème très concret de la formation. Pourquoi préférer donner du cash aux gens pour qu'ils aillent se former, plutôt que préférer, ce qu'on fait en France depuis bien longtemps, un service public gratuit? Un service public de quoi? De la formation? Oui, Formation. pourquoi pas étendre et démocratiquement en plus choisir des modes de formation gratuits. Genre par exemple, au lieu de financer par exemple des gens, donner directement du cash aux gens pour qu'ils se forment, on donne du cash à des gens pour qu'ils forment d'autres gens. Ça paraît un peu totalitaire, c'est-à-dire que ça serait l'État qui viendrait éduquer le citoyen, enfin c'est déjà le cas. l'individu. L'université fait ça. Non, mais je parle de la formation professionnelle. Ah oui, c'est vrai, d'accord. Je suis totalitaire parce que je l'étends formation professionnelle. Non, mais voilà, pour parler d'université, on voit qu'il y en a beaucoup qui sont obligés de prendre un emploi pour travailler, etc. Donc le service public ne peut pas tout faire. Il y a un individu qui doit se débrouiller tout seul, qui doit acquérir sa liberté. Et du coup, le revenu universel serait un moyen de l'acquérir et de donner à tous les mêmes chances de se former et les mêmes chances d'acquérir la possibilité d'avoir l'emploi qu'il veut, sachant que je pense une écrasante majorité de gens, de jeunes, décideront de travailler en plus de bénéficier d'un revenu universel plutôt que de vivre avec 750 € par mois qui ont l'avantage de donner les besoins primaires qui permettent de survivre, mais qui ne permettent pas de s'épanouir dans notre société actuelle. Pierre ? Alors, déjà, on a quitté le cadre de la relation salarié-patron, mais pour revenir à la formation, un objectif que je trouve tout à fait louable et que je défends par ailleurs, encore une fois, l'idée d'universalité me pose problème. Pourquoi justifier un revenu universel, qui se veut universel, donc inconditionnel, en lui attachant aucune condition du coup? Qu'est-ce qui justifie justement le fait qu'il n'y ait pas de condition? Pour prendre l'exemple d'autres candidats, que je défends pas forcément, que j'apprécie pas forcément, mais regarde par exemple les professions de Valls ou de Payon, c'est uniquement simplifier l'accession à l'aide sociale. Qu'est-ce qui justifie le fait qu'on te file des thunes de manière totalement gratuite, sans condition, alors que... Et pourquoi ne pas justifier... pourquoi ne pas justement améliorer l'accession à ces aides? Et un point qui me dérange, moi c'est plus personnel, mais on justifie ça en disant que le revenu universel va permettre à certaines personnes, parce qu'en plus du coup il y aura une redéfinition des tranches imposables et tout ça, et on justifie le revenu universel en disant que ça permettra à certaines personnes de passer au-dessus dans la tranche imposable supérieure, ça permettra ainsi du coup de les imposer de manière plus forte pour leur tirer plus de thunes pour pouvoir refinancer par la suite le revenu universel. Pourquoi ne pas directement aider uniquement les personnes qui en ont besoin et laisser les personnes qui n'en ont pas besoin tranquilles? Pour répondre à ton premier argument, je pense qu'il faut dissocier deux choses. D'abord, la première chose, c'est la solidarité. S'il y a revenu universel, ça n'empêche pas qu'il y aura des mécanismes de solidarité, qu'on pourra taxer les plus riches pour redistribuer aux plus pauvres et créer un vivre ensemble du point de vue économique. Et d'autre part, ce qui s'inscrit dans le cadre du revenu universel, c'est la sécurité. C'est-à-dire qu'au lieu de dire quand tu travailles, si il t'arrive une connerie, que tu peux plus travailler, que tu es malade, etc., tu es couvert. Là, c'est non, de dire c'est à l'État, c'est à la collectivité, c'est à tous de payer des impôts très forts, même plus forts que le revenu universel si on est riche, pour organiser la sécurité des autres. Donc bien dissocier sécurité sur un modèle beveridgien et solidarité que je veux garder, bien sûr, évidemment. Mais en soi, tu réponds pas forcément à la question, dans le sens où à partir du moment où tu es dans la merde, qu'on t'aide, c'est normal. Pourquoi t'aider en amont? Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui justifie le fait qu'on t'aide préalablement à ton problème? J'entends l'argument qui est de dire ça permet de t'aider en cas de souci. Mais pourquoi t'aider en cas de souci? On t'aide quand t'as un souci, tu vois ce que je veux dire? Il reste les filets de protection qui te permettent de t'aider si ta vie est un souci.
Mais il y a, bien sûr, en fait, le revenu universel, si tu veux, c'est une sorte de sécurité sociale qui serait organisée par le citoyen elle-même. C'est-à-dire que chaque mois, il touche un revenu qui reste le même, et c'est à lui de s'organiser pour assurer ses moments de faiblesse. Et- Enfin, je sais pas comment vous voyez ça, mais moi personnellement, le revenu universel, je vois ça exclusivement comme une mesure contre les aléas de la vie en fait. Pour, Exactement. si tu veux, grignoter les inégalités, hein, on est tous d'accord, qui pèsent entre ceux qui, je sais pas, on va prendre un exemple, ceux qui ont un héritage par exemple, tout simplement, et ceux qui partent de zéro. Essayer de grignoter les inégalités, on pourra bien évidemment pas atteindre une égalité parfaite, c'est impossible, mais au moins rapprocher ces deux couches sociales qui sont aujourd'hui de plus en plus éloignées. Comment accepterions-nous que des personnes vivent en se disant s'il m'arrive quelque chose, je peux vivre, j'ai un coussin de sécurité, et d'autres vivent, font du parachutisme sans parachute? Exactement. Non mais je comprends, mais honnêtement, peut-être ma conception individualiste des choses, mais tu peux pas dire on doit donner à tout le monde pour que tout le monde ait un coussin de sécurité. Je suis d'accord pour dire qu'il faut faciliter l'aide une fois que tu as un problème. Je suis plus, à ce moment-là, je suis plus pour guérir plutôt que prévenir. C'est ma conception des choses. Parce que quand tu es dans cette philosophie de vouloir prévenir la chose avant que ça arrive, ça t'oblige, après c'est des conceptions politiques, on a des conceptions politiques qui divergent à ce moment-là, mais je suis pas justement pour l'égalité à fond entre les hommes et tout ça. Je suis relativement libéral, et à ce moment-là, je vois pas pourquoi le revenu universel s'inscrirait forcément dans une mesure collectiviste, solidaire à fond, alors que je pense, et c'est ce qui est proposé par certains candidats de gauche, soit qui se veulent libéral, mais uniquement simplifier l'aide sociale, en tout cas, uniquement simplifier l'aide sociale, c'est un peu caricatural de dire ça, mais améliorer l'accession à l'aide sociale me semble suffisant, me semble légitime et en tout cas suffisant. Dans quelle mesure, je ne sais pas, mais le revenu universel me semble être une fausse bonne solution. Ça simplifie trop les choses, c'est de dire on sait qu'on a une somme de problèmes dans notre vie, on va filer des thunes à tout le monde, comme ça ils régleront leurs problèmes avec les thunes qu'on leur file. Ça me semble être... C'est libéral ça. Oui, c'est libéral, mais c'est une espèce de fausse libéralité. Enfin, je sais pas si ça me paraît être vraiment une fausse solution. Une simplification des problèmes. On simplifie des problèmes complexes avec une multitude de données en disant on vous file des thunes et démerdez-vous quoi. Et ça, et tout en pour toutes les questions de financement et de ça qu'on n'envisage pas forcément. Mais l'idée c'est quand même que ça sera financé en grosse partie par l'ISF. Et je répète ce que j'ai déjà dit, mais ça justifie une imposition plus élevée par ailleurs, qui pourrait peut-être ne pas se justifier si justement on n'avait pas cette universalité pour cette mesure quoi. Délire. Cette mesure, parce qu'il faut finalement anticiper pour une fois, peut-être au lieu de s'adapter à chaque fois au dernier moment, c'est ce que disait Jonathan tout à l'heure d'ailleurs, par rapport au sous-emploi qui va être un problème aujourd'hui. Il faut savoir que tout notre système repose finalement sur l'emploi. Par exemple, je sais pas, la retraite, les mutuelles, le chômage, tout ceci suppose un emploi. Mais il n'y a rien de prévu aujourd'hui pour le sous-emploi. Il faudrait peut-être mettre en avant des mesures, histoire d'anticiper ces problèmes qui sont liés finalement à l'évolution de la société aussi. Oui, je pense que la sécurité sociale, d'ailleurs, elle le montre, elle arrive à bout de souffle. Elle arrive à bout de souffle parce qu'elle est basée sur le travail. Si on travaille, on cotise, la sécurité sociale est financée. Or, le travail, on le voit aujourd'hui, est précaire, il y a de moins en moins de travailleurs, il y a du chômage. Donc il faut trouver un moyen d'assurer la sécurité de tous, même quand ils ne travaillent pas. On ne peut pas dire l'individu peut survivre uniquement s'il travaille. Juste pour te répondre, Pierre, les arguments que donnent les gens sur la conditionnalité, c'est aussi que c'est moins intrusif, parce que comme ça, on n'a pas à demander aux gens qu'est-ce qu'ils font de leur vie, combien ils ont de dentifrice chez eux, enfin bref, est-ce qu'ils sont mariés avec quelqu'un qui a un revenu, parce que ça aussi, parce que par exemple, des fois, des gens veulent toucher le RSA, mais on vient contrôler chez eux s'ils sont pas en concubin avec quelqu'un qui a un revenu. Si le foyer fiscal, parce qu'en France, on pense en foyer, si le foyer ne touche pas un revenu et qu'il empêche de toucher le RSA. Et d'un autre côté aussi, c'est une simplification administrative, comme ça, on n'a pas besoin d'effectuer ces contrôles, etc. Et pourtant, la France se veut un pays très administré, on le revendique haut et fort à l'international. Donc, dire que ça favorise la simplification administrative, c'est un peu se moquer de nous-mêmes, quoi. Évidemment. Et je voulais dire autre chose. Justement, avançons. Avançons. Arrêtons d'être français. Arrêtons d'avoir cet orgueil français. Pierre, je ne te savais pas aussi conservateur. Ouais, je crois que c'est tout. Non, mais j'entends les arguments, mais ça me pose problème. Je trouve vraiment que c'est trop facile de raisonner comme ça. Et après, les questions d'intrusion et tout ça, ok, mais bon, l'institution étatique se veut pas forcément, se veut impersonnelle, et du coup, c'est comme parler à un ordi, quoi. Tu dis que tu vois, tu communiques pas avec des gens, quoi. Tu communiques avec ton état à ce moment-là, et à ce moment-là,
Alors le pour droit passer regard à des gens. un autre argument que je pourrais mettre en avant, mais vous allez encore me dire que pourquoi le donner à tout le monde au regard de cet argument, c'est qu'en effet le revenu universel est un moyen d'éradiquer la pauvreté. Le revenu universel sera versé en effet de plein droit, sans formalité particulière à remplir ou de démarche à suivre. Pour comprendre ça, il faut savoir que par exemple le RSA, il est touché par 2/3 des personnes qui sont censées en bénéficier. Il y en a 1/3 qui ne font pas les démarches nécessaires pour l'avoir. Et pourquoi ? Parce que les démarches administratives sont trop compliquées. Et ce qui fait que concrètement, ça veut dire quoi dans la réalité ? Ça veut dire que des gens se retrouvent dans la rue. Donc rendre le revenu universel de plein droit, c'est assurer à tous un moyen de ne pas finir dans la rue. Et donc de se trouver avec 750 € par mois un logement et être capable de se nourrir. Je suis d'accord, mais à ce moment-là, ça contredit pas du tout ce que je défends moi. C'est-à-dire une simplification de l'accès à l'aide sociale, mais qui passerait pas. Enfin, tu vois, du coup, ce que tu dis, c'est assez manichéen quand même. C'est soit on laisse comme ça, soit on file des thunes gratuites, sans aucune condition et tout ça. Simplifier l'accession à cette aide, Ouais, mais se justifie aussi. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le RSA, enfin, pour plusieurs raisons, je sais pas, je pourrais pas précisément les donner, il y a un sous-recours au CSA. Les gens qui devraient le toucher ne veulent pas le toucher. Et c'est problématique. Après, est-ce que c'est parce que justement le fait de se dire que, la manière qu'il y a des gens qui sont dans le besoin refusent d'aller au resto du cœur ou ce que tu veux, c'est peut-être un problème d'orgueil ou ce que tu veux. Ouais. Peut-être vraiment arrêter le recours à ces aides, de pas dire que t'es dans la merde ou quoi, tu vois. Peut-être que c'est un problème d'orgueil, mais faciliter le recours à ces aides se justifie tout autant, et à mon sens plus que le fait de dire on va leur filer des thunes et comme ça sans aucune condition. Le fait que tu sois dans la merde justifie le fait qu'on t'aide. Je pense pas que ce soit un problème d'orgueil, je pense que c'est plutôt un problème de difficulté de procédure administrative. Limite aujourd'hui il faut être bac plus 15 pour pouvoir toucher le RSA. Je sais qu'il y a une époque, ça a été on a volontairement complexifié les démarches administratives pour pouvoir toucher certaines aides. Ce que je condamne, je considère que c'est pas bien tout ça. Facilitons l'accès à ces aides, ça c'est normal, ça c'est ce que je défends, mais pas au point d'en faire quelque chose d'inconditionnel. Parce que ça me paraît démesuré, et voilà, et sans tomber dans le cliché de ça favorise la fainéantise et l'oisiveté des gens. Je me répète, mais je pense que c'est une fausse solution. Je pense que c'est une fausse solution. En fait, c'est intéressant, juste pour revenir, pour parler de ton modèle du minima social, en fait, mais là je vais quitter vraiment la pauvreté, donc j'évite un peu ce que tu disais, c'est qu'en gros, moi en préparant cette émission, ça m'a un peu rappelé quelque chose de revenu de base, ça m'a rappelé un peu le mistos qu'il y avait à Athènes, c'est-à-dire qu'en vrai, Périclès, au 5e siècle, il avait introduit pour les citoyens une somme, qui n'était pas minimum, mais c'était une somme que tout le monde touchait, alors c'était 2 oboles, je crois, un truc comme ça, bon bref, c'était pas grand-chose, c'était juste de quoi pouvoir se rendre en fait au Parlement, en tout cas à l'Ecclésia, pour pouvoir participer en tant que citoyen. Et donc là, on pourrait se dire que c'est vrai que le revenu universel, ça pourrait peut-être être un moyen, alors là, pas de pouvoir aller travailler, mais de pouvoir agir en tant que citoyen, ce qui est aussi un emploi en soi. Et là, ça justifierait que ce soit égal, parce que d'une certaine manière, culturellement, ce serait pas certaines personnes qui seraient plus ou moins citoyens. Tout le monde est citoyen, tout le monde touche ce pécule. Pour continuer ton argument, j'aimerais qu'on prenne l'exemple d'une personne qui travaille beaucoup, un cadre par exemple. Il travaille énormément, il passe plus de temps dans son bureau plutôt qu'avoir sa famille ou avoir une vie personnelle. Et moi je pose la question à savoir, est-ce que c'est une société que l'on veut où les gens passent plus de temps dans un bureau plutôt qu'à assurer une vie personnelle ou une vie collective au sein de la cité, pour reprendre l'exemple de la vie antique. Donc voilà, une personne qui passerait dans ce cas à un emploi à temps réduit. Donc ça aura plusieurs vertus. D'abord, ça assure sa vie personnelle. Il peut assurer d'autres activités, une vie associative, une vie politique, une vie engagée. Il peut aider les autres et donc assurer le bien commun de façon volontaire et non pas parce que c'est le seul moyen de vivre pour lui. Autre chose, face au chômage qu'on vit aujourd'hui, n'est-ce pas un moyen de réduire le temps de travail en assurant un revenu pour tous qui n'est pas basé sur le travail, que de donner du travail à plus de personnes, car un temps de travail réduit égale forcément, c'est logique, plus de travailleurs. Pierre ? Alors j'entends ce que tu veux me dire, je l'entends, je le conçois tout ça, je suis assez d'accord avec certains points, notamment la redéfinition du temps de travail et tout ça. J'aimerais juste soulever un point
qui, moi, m'a toujours dérangé quand on parlait du revenu universel, c'est, je pense, à mon sens, ça dénature notre rapport à l'argent. On fait de l'argent, enfin, l'idée même de salaire, de revenu, c'est qu'on te file de l'argent en contrepartie d'une prestation. C'est comme ça qu'on définit le revenu. Là, l'argent n'est plus une valeur, mais un droit. C'est-à-dire qu'on nous doit, en tant que citoyen, de l'argent, sans aucune contrepartie. C'est l'idée que, enfin, comme n'importe quel droit, on a le droit à avoir de l'argent. Ça me dérange pour 2 raisons. Déjà, depuis grosso modo la fin de la Seconde Guerre mondiale, on est quand même dans un monde qui se veut capitaliste, tout ça. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'avoir de l'argent. On gagne de l'argent, on est bien, on en perd, on est mal. Là, et la valeur de référence de tout ça, du coup, c'est forcément l'argent. Tout se mesure par rapport à l'argent. C'est bien, c'est mal, je sais pas. Mais c'est une constatation, c'est comme ça. Là, avec le revenu universel et le fait qu'on dénature l'argent, on enlève à notre système sa valeur de mesure. Ça nous force, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas mettre en place un revenu universel pour juste mettre en place un revenu universel. Ça nous oblige à redéfinir l'ensemble de la structure de notre société, et même pas en France, à l'international. À partir du moment où on considère que l'argent est un droit et n'est plus une contrepartie à quelque chose, ça casse totalement les codes. Alors, ça se veut, et pour le coup, ça se veut plus être une simple mesure, une simple réforme, mais une réelle révolution. C'est souhaitable, c'est pas souhaitable. Ça nous oblige, en tout cas pour tous les pro-revenu universel, de prendre beaucoup plus de choses en compte. Et pas uniquement le fait de dire on va filer de l'argent aux gens pour qu'ils puissent s'en sortir contre les aléas de la vie et tout ça et tout ça. Je suis totalement d'accord, moi. Ça va entraîner une réforme profonde du système. Enfin, c'est juste 2 mots. Ça va toucher, je sais pas, par exemple, l'impôt sur le revenu, les fiches de paie, peut-être même certaines aides sociales et familiales. Donner une même somme à tout le monde, c'est pas justement donner une même somme à tout le monde, c'est vraiment tout le système qui va être amené à être changé totalement dans sa profondeur. Voilà, c'est dire qu'en fait, l'individu n'est pas rémunéré parce qu'il travaille, mais est rémunéré sous d'autres critères. Le critère, par exemple, du fait qu'il vive sous un État et que cet État a une dette envers lui. C'est-à-dire que l'État le contraint, et parce qu'il le contraint, il a le devoir d'assurer sa subsistance. Et ça s'inscrit dans le cadre du contrat social qu'on a peut-être un peu oublié. Mais est-ce que ça, c'est pas un peu totalitaire? Non, on dirait que je prends tout pour moi, on dirait que je suis un paranoïaque. C'est pas totalitaire, ça. En fait, si on reprend la pensée de Platon, tu veux dire encore quelque chose ou pas? C'était juste pour apporter une petite réflexion philosophique. Parce que si on prend la République de Platon, Platon, il dit que la cité est fondée au départ parce que on a tous des besoins, mais on peut pas tous les remplir soi-même. Enfin, en tout cas, on les remplit pas aussi efficacement soi-même que quand on est plusieurs. Parce que quand on est ensemble, chacun peut se spécialiser. Un peu comme nous, la radio. En fait, non, on fait pas ça parce que nous, on fait n'importe quoi. On n'est pas des kalos kagatones comme voudrait Platon. Et en fait, c'est comme ça qu'est né le travail. Enfin, en tout cas, comme ça qu'est né le travail organisé tel qu'on l'entend aujourd'hui avec redistribution des richesses. C'est-à-dire que chaque personne a un emploi et se spécialise et échange avec les autres la marchandise qu'il produit le mieux. Le problème et donc, ça fait que c'est pas envers l'État qu'on a une dette, parce que l'État n'existe pas en dehors de la communauté qu'on représente tous ensemble. On a une dette envers les autres. Et le problème, c'est que là, on dirait quasiment que tout le monde est individualisé, atomisé, on n'a plus de rapport avec les autres, on dirait qu'on travaille, on est déjà payé avant de travailler, donc on n'est pas rémunéré par l'autre, on n'a pas d'argent qui vient de l'autre, parce que l'argent, finalement, c'est jamais que juste une monnaie qui permet, enfin, c'est-à-dire c'est un élément qui n'a pas de personnalité, donc on peut échanger pour tout et n'importe quoi, qu'on peut substituer pour tout et n'importe quoi, et donc qui permet l'échange entre les gens. Là, c'est un truc genre, je sais pas, une sorte de cadeau, enfin cadeau, non, t'as raison, il y a une dette, mais... je sais pas, une sorte de pitance que donne l'État, oui. Alors, tu dis que si donc le revenu universel amènerait à une unité des travailleurs, etc., ouais. Chacun ferait la même chose. Moi, je pense pas. Oui. Moi, je pense pas. Pas de solidarité, en tout cas, pas de solidarité entre les gens. D'accord. Ok. Ben moi, je pense que justement, c'est en n'ayant aucun revenu, en étant obligé de travailler pour vivre, qu'on va se mettre à faire tous le même emploi, à devenir tous ouvriers, à gagner tous le SMIC et répondre à une personne finalement, à une entreprise. Si on touche à un revenu universel, justement, les personnes pourront entreprendre des formations, se former et faire le métier qu'ils veulent. Et là, soyons très concrets, une personne aujourd'hui qui veut créer une entreprise, il faut qu'elle ait un capital dès le départ. Le revenu universel lui permettrait de mettre de côté, et donc ça permettrait justement de favoriser la création d'entreprises et de relancer l'économie. Ouais, je comprends ce que tu dis, je reprends juste la parole parce qu'il y a un point que je voulais développer ce soir, et vu que c'est bientôt la fin de l'émission, je voudrais le développer maintenant. En fait, on dit, ouais, le revenu universel c'est super, ça va permettre l'émancipation. En fait, on dit, ça va permettre aux gens de travailler. Mais ça permet à qui
À qui ça donne de l'émancipation? Est-ce que ça donne vraiment de l'émancipation au travailleur ou à l'employeur? Là, je vais juste développer un point qui est développé par Jean-Marie Haribet. Alors, je vous invite à taper sur internet le revenu universel et lire un article de Jean-Marie Haribet sur le universel que je trouve assez intéressant, où il développe l'idée qu'en fait c'est plutôt un cadeau fait aux entreprises, parce que en fait au lieu que ce soit les entreprises qui paient un salaire, c'est l'État qui va, comme tu dis très bien, qui a une dette envers. Alors après, il peut taxer les entreprises derrière, c'est pas non plus irréductible comme problème, mais en fait on va payer les travailleurs et après l'entreprise, elle est assurée, le marché on va dire, est assuré de pouvoir disposer de la personne. Et c'est ça que je trouve que l'universel peut. En fait, le problème, c'est ça, c'est qu'il peut avoir des effets pervers. Je pense que ça peut être très très bien, comme ça peut être très très mauvais, parce que je pense qu'il faut des structures autour. Parce que, je m'explique, c'est-à-dire qu'en gros, d'une certaine manière, un revenu universel, c'est une sorte de plafond, un plancher, à partir duquel le marché peut faire ce qu'il veut. À partir du moment où on donne du cash aux gens, le cash, c'est la liberté, comme disait Milton Friedman, un néoclassique, à partir du moment où on donne à ces gens 700 €, de cette manière, ils vont pouvoir multiplier les jobs et, comme tu dis, accepter cette vie précaire qui leur est donnée. Et on n'est pas assuré, sauf si, là c'est encore une structure, on met des revenus minimums bien protégés, bon c'est le cas en France quand même, mais bon, on a des gens comme par exemple Monsieur Juppé, n'est-ce pas, ou Monsieur Fillon qui voudraient revenir là-dessus, les revenus minimums, on n'est pas assuré que les entreprises donnent de bons revenus aux gens parce qu'il y a derrière cette garantie du revenu universel. Ah oui, et je vais vous faire une dernière remarque aussi sur... Alors, le problème aussi du revenu universel, parce que vraiment, là, tout le monde est pantois. Alors, le problème du revenu universel aussi, c'est que je me demande la protection juridique qu'on apportera au revenu universel. Parce que il y a un truc bien, c'est que c'est inconditionnel. Donc, on ne peut pas y toucher à ça. C'est-à-dire que personne ne va pouvoir restreindre le revenu universel, comme par exemple des gouvernements conservateurs pourraient arriver et restreindre les aides sociales, dire « Ah non, on va le donner pour le moins de gens possible ». Par contre, le montant, lui... il est à la merci des gouvernants, en tout cas si c'est une loi. Bon, faut quand même voter une loi, c'est chiant, en plus c'est pas très populaire, je pense qu'il y aurait des gens dans la rue, mais c'est sûr que le montant est à la merci des gouvernants, et ça, il n'y a pas vraiment de garantie pour le peuple, quoi. Bon, je pense pas qu'il faille raisonner en se disant peut-être qu'on va être poursuivi par une majorité conservatrice. Je pense qu'il faut se lancer, comme on a fait pour la sécurité sociale, comme je l'ai dit, C'est différent. et n'ayons plus peur de l'avenir. C'est différent. Déjà, la sécurité sociale, le contexte n'était pas le même. Le patronat était carrément chaud pour que ça se mette. Enfin, pas carrément chaud, mais il était OP pour que ça se lance. Là, c'est quand même un contexte relativement différent. Et encore une fois, enfin, je reste persuadé que c'est vraiment une fausse solution. C'est englober tous les problèmes, les mettre dans un sac. On fait OK, on a cette somme de problèmes. Chaque citoyen a cette somme de problèmes. On le pose sur la table. OK, comment on règle tous les problèmes? En filant des thunes. On file des thunes, comme ça, c'est réglé. On règle tous les problèmes d'un coup. C'est brûler la liste des problèmes dans un feu. Moi, ça me dérange. Ça me dérange parce que c'est une simplification de la réalité et cette résolution entraîne des conséquences sur une part de la population qui n'avait pas besoin de ces aides et qui se retrouve au final victime d'une aide sociale pour les autres personnes. Alors, enfin, du coup, là, on arrive sur le clivage fondamental que soulève cette question. C'est de savoir est-ce qu'on est censé vivre pour un bien commun et vivre selon un système relativement égalitaire, ou est-ce qu'on se veut plutôt individualiste et avec des gros guillemets, chacun se démerde. J'aurais tendance à dire que chacun est libre de faire ce qu'il veut et que cette liberté, le fait que je considère l'individu individuellement fait que l'aide que reçoit cet individu doit être une aide qui se justifie par sa situation personnelle et pas uniquement le fait qu'il soit citoyen ou ce que tu veux, ou membre d'un État ou ce que tu veux. Et les problématiques liées à une personne ne seront jamais les mêmes qu'une problématique liée à une autre personne, et que ne serait-ce que de cette constatation basique, tu peux pas dire que ces deux personnes seront aidées de la même manière. C'est faux, c'est pas... Parce que dans un cas, le revenu universel sera dérisoire, sera absolument pas nécessaire. Dans l'autre cas, il sera même pas suffisant, tu vois. Si tu considères que c'est fait pour subvenir aux aléas de la vie, des fois, dans certains cas, 700 balles, mon gars, mais jamais tu t'en sers avec 700 balles. Donc à ce moment-là, aidons les gens qui en ont vraiment besoin, à une hauteur nécessaire qui leur permet de s'en sortir. Ça, c'est normal, ça, c'est ce que je défends. Peut-être plus loin qu'encore ce qui se fait aujourd'hui, par une simplification à l'aide sociale et tout ça, mais pas l'idée d'universalité. Je me répète, mais je tape du poing sur la table, mais c'est vraiment ce qui me dérange. Parce qu'en fait, je pense que tu as l'impression que je vois le revenu universel comme une ultime façon d'éradiquer la pauvreté, etc. C'est sûr que le revenu universel éradiquera la très grande pauvreté, mais ça protège l'ensemble de la population. Ça ne protège pas que les pauvres. On voit très bien aujourd'hui, c'est peut-être rare, mais ça existe,
des gens qui passent du tout au tout, des entrepreneurs, des patrons, comme on dit, qui deviennent du jour au lendemain pauvres. Donc ça serait en fait une première vertu, ça serait de créer un filet de sécurité qui permettrait à tous de travailler en se disant si demain il m'arrive quelque chose, je suis protégé. Et je suis protégé, peu importe, même si je reste au chômage très longtemps, etc. Et voilà. Je voudrais juste faire une remarque tout à l'heure. Tu veux parler, Denis ? Ah, vas-y. Je voulais juste dire un truc. Ce sera mon dernier point ce soir. Tout à l'heure, tu as donné un très bon exemple, c'est celui du cadre. Tu as dit qu'il passait pas assez de temps avec sa famille. En fait, aujourd'hui, en France, on a une société, on dit tertiarisée. Et ça veut, en fait, on est dans ce que Gorz appelait, alors attention, je donnais un nom compliqué, mais j'aime bien le concept, c'est le capitalisme cognitif. Alors, cognitif comme la connaissance. En fait, il dit, on est passé d'un capitalisme, c'est un système de production des marchandises où la production relevait, comme le disaient les classiques, du capital et du travail. Donc c'était le travail, a priori, qui dans la production, qui dans la production même, donc faut imaginer très concrètement, les ouvriers, ils tapent sur le produit et ça devient une marchandise, à un système où en fait, c'est la recherche et le développement, comme on dit en économie, donc des facteurs extra-productifs qui permettent la production. Ce que je veux juste dire, pour simplifier, c'est qu'en gros, il n'y a plus d'équivalence, je pense, entre... Avant, Shakespeare disait, le temps c'est de l'argent. Aujourd'hui, non, le temps c'est pas de l'argent. Et je pense, parce qu'en fait, maintenant, comment on produit des richesses, on peut plus le mesurer en temps. En fait, maintenant, le travail demande énormément d'investissement. On sait plus. Enfin, les gens qui travaillent, c'est des cadres, c'est des gens qui sont dans des entreprises, c'est des gens qui font des startups, et ces gens, ils travaillent un peu à plein temps tout le temps. Dès qu'ils ont une idée, ils la développent. Ou c'est des chercheurs, ou c'est des gens comme ça. Et je pense pas que leur donner du cash va aider, tu vois, par exemple, un cadre. Moi, je pense, là, en fait, je suis en train de penser à mon père, je me dis, c'est pas parce que tu donnes du cash que si son patron l'appelle, il va pouvoir lui dire Nick. Tu vois, il va pas lui dire Nick, il va devoir y aller et travailler parce qu'il a investi dans l'entreprise. C'est juste ça. Et je pense que là, c'est l'une des limites du revenu universel, c'est de ne pas pouvoir affronter vraiment un système qui change beaucoup, quoi. Il fait peur. Délile ? Moi, je voulais juste dire justement l'inverse de ce que tu dis. Pour moi, c'est l'alternative en fait au capitalisme salarial, si tu veux. Je pars du principe en fait que notre société a atteint ses limites. Il faut savoir que on a tendance à penser à ça peut-être, mais le revenu universel n'est pas là pour augmenter le pouvoir d'achat. Le revenu universel, ça va un peu à contre-courant de ce que tu disais, Jonathan. Si, pour moi, il n'est pas là pour lutter contre la pauvreté. Et j'ai envie de vous poser une question ouverte en fait, un peu pour conclure tout ça. Comment rémunérer des individus par la suite si les emplois viennent à manquer finalement, parce qu'on se dirige vers moins d'emplois. Comment faire finalement ? Moi je vais dire en premier. Alors, c'est totalitaire, mais je suis plutôt pour un système de gratuité. Comme on a voulu le faire. Alors, la gratuité a ses défauts évidemment. Quand on parle de ressources rares, il y a des cas de gâchis. Mais je pense personnellement qu'en fait on devrait plus penser en termes de rémunération, de flux, mais en termes de... en gros, il faudrait qu'on rémunère des structures qui seront gratuites pour les gens. En gros, les gens n'auront plus à payer directement, mais on leur donnera des choses. Alors, c'est ce qu'on va venir. Il y a énormément de critiques par rapport à ce système, j'en suis conscient. Mais pour moi, c'est un système à creuser parce qu'il est démocratique et collectif. Voilà. Donc en gros, on a d'un côté le service public, on va dire globalisé, face à une autonomie qu'on donnerait aux individus. Voilà. Si on met en... Moi, pour répondre à ta question, je dirais que comme tu le disais, le travail disparaît. C'est-à-dire que la majorité des individus ne travaillent plus. Et en même temps, il y a une corrélation avec le fait que les plus riches accumulent le plus aujourd'hui les richesses. Donc la société est de plus en plus inégalitaire. Sur le plan mondial, on a vu une récente analyse qui montrait que je crois qu'on est passé avec 8% des plus riches de la planète qui détiennent plus que la moitié de la planète. Donc sur le plan français, peut-être que c'est pas un chiffre qui fait aussi peur, mais je pense qu'il serait temps de faire en sorte que la monnaie qui reste aujourd'hui le moyen de vivre, de s'épanouir, ne soit plus accumulée et agrégée dans une seule classe sociale et redistribuée, mais de façon égale. Parce qu'on ne peut pas dire nous sommes égalitaristes, etc. Mais nous voulons que les plus riches donnent tout ce qu'ils ont. On donne la même somme à tout le monde. Pierre ? Alors deux choses. Première chose, dire que le travail tend à disparaître, c'est vrai. Sous quelle échéance, je ne sais pas. Je pense que vous en faites quelque chose d'assez prématuré. Parce que pareil, je pense que les nouveaux enjeux qui se pointent à l'horizon
vont entraîner forcément la création d'emplois, des choses qu'on n'est pas capable aujourd'hui de cerner, de comprendre, de quantifier, tout ça. Donc dire que dans 10 ans, plus personne ne pourra bosser, du coup, comment on fera, je pense que c'est un faux problème. Pour répondre à ta question plus concrètement, je pense que ça passera plus par la redéfinition du temps de travail et la revalorisation du travail, mais certainement pas par la confusion des cas, parce que je pense que c'est un peu ça, et dire que tout le monde doit avoir autant. Je pense que c'est pas la solution, et c'est problématique dans les fondements même d'une vie, du coup non, qui se veut pas capitaliste, mais en tout cas libérale, mais dans la conception que je me fais de la vie en société en tout cas. Sur cette sur cette conclusion plutôt nuancée sur le problème ou le faux problème du revenu universel, nous nous quittons. Merci beaucoup à chaque intervenant. Merci. Alors on se retrouve pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. Alors on s'est trompé sur le groupe Facebook, ce sera toutes les 2 semaines. Donc dans 2 semaines pour un autre débat. On n'a pas encore décidé, on peut pas annoncer aux gens. Restez sur notre page Facebook. Alors vous pouvez nous retrouver donc sur notre page Facebook. On annoncera évidemment le prochain débat et pour communiquer avec nous, notre page Facebook ou le site. De la radio, tout simplement, pour nous écouter quand vous voulez, ou les autres émissions de la mine de micro-ondes, ne les oublions pas, qui sont tout aussi bonnes que la nôtre, parce qu'en plus d'être des génies, nous sommes modestes.